je le dis régulièrement et j'aime aussi le dire à mes clients, c'est que le meilleur recrutement qu'on peut faire, c'est celui qu'on n'a pas à faire. Et donc le recrutement qu'on n'a pas à faire, c'est parce que nos collaborateurs sont bien, parce que justement ils sont complètement et pleinement intégrés dans la stratégie du groupe. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Judy, écoute, ça va bien. Moi je te connais, je sais que tu t'appelles Julien Morand du cabinet BDO, mais nos auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter pour que eux ils sachent un peu qui tu es ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Julien Morand, je suis expert comptable associé dans le cabinet BDO France. Je suis situé exactement aux Herbiers, en Vendée, proche du Puy du Fou, pour ceux qui connaissent. Généralement, ça parle. Voilà, je viens d'être papa d'un petit Gabriel il y a quelques jours de ça. Donc, voilà pour les présentations. Et puis, je suis marié également avec Aurélie, avec qui je partage ma vie depuis une quinzaine d'années. D'accord. J'ai l'impression que dans ta vie, il y a des grandes histoires. Tu parles de ta femme, ça fait 15 ans que tu es avec. Et ça fait combien de temps que tu es chez BDO ? Eh bien, en fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma femme en même temps que d'avoir trouvé mon premier employeur, qui était le même employeur qu'aujourd'hui, BDO. Ça va faire une quinzaine d'années également que je travaille pour le cabinet BDO. Et donc, niveau parcours, tu as un cursus, on va dire, classique, DCG, DSCG. Exactement. Je suis passé par la filière la plus classique, on va dire, dans le cursus de formation aux études comptables. J'ai commencé par un DPECF, et puis la réforme du DCG est arrivée, donc j'ai poursuivi sur le DCG, le DSCG, que j'ai fait en alternance, hein, donc toujours au bureau BDO. Et puis après, je me suis inscrit au stage du diplôme d'expertise comptable quasiment dans la foulée. Et puis j'ai été diplômé pour la session de novembre 2016. D'accord, donc là, ça fait 7 ans que du coup, tu es inscrit à l'ordre. Voilà, exactement. Hein, je suis diplômé depuis 7 ans et puis donc je suis à la suite de ce parcours-là, du coup j'ai eu la proposition d'évolution en interne chez BDO. On m'a proposé de m'associer hein, avec les associés déjà existants. Voilà, donc j'ai saisi cette opportunité et ça va faire maintenant un peu plus de 4 ans que je suis associé chez BDO. D'accord, bon, on aura le temps de revenir un peu dessus. Si tu devais, si tu devais décrire ton parcours en quelques mots, donc des bancs d'école jusqu'à là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ? Je sais pas quoi dire, mais j'ai l'impression en tout cas que j'ai suivi on va dire, le cursus le plus simple pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai jamais été quelqu'un qui était très assidu, on va dire, à l'école. J'aimais assimiler, on va dire, pendant les cours, et ce qui me permettait de passer du temps libre plutôt que de faire des révisions. Mais voilà, j'étais très assidu en cours, mais par contre, à côté, je m'octroyais, on va dire, des temps libres, puisque ça me décrit aussi personnellement. J'ai besoin de passer du temps aussi avec mes amis, etc., etc. D'accord. Et ton métier d'expert comptable aujourd'hui, est-ce que c'est celui que tu imaginais quand tu étais plus jeune ? Pas vraiment. On m'a toujours posé la question de savoir pourquoi tu as voulu devenir expert comptable. Écoutez, je sais pas vraiment. C'est quelque chose qui m'est venu quand j'étais au collège. Je connaissais pas particulièrement la comptabilité ou d'expert comptable dans ma région. Est-ce que j'ai vu ça? Je sais pas, sur un journal, à la télé, j'en sais rien. En tout cas, j'ai toujours voulu exercer ce métier-là sans trop savoir pourquoi. Donc je me suis lancé dans cette aventure-là sans vraiment savoir on va dire, ou connaître les tenants et les aboutissants de notre métier. Et puis voilà, j'ai découvert au fur et à mesure avec des réalisations de stages en cabinet d'expertise comptable. Et c'est là où ça m'a donné le goût à ce beau métier. D'accord. Et dans toute ta carrière professionnelle, enfin, du moins jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager un événement qui a eu un impact positif justement sur ton parcours ? Un impact positif sur mon parcours.
Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les jours. C'est-à-dire que ce qui fait que je m'éclate et que je suis passionné par ce que je fais pour les clients avec qui je le fais, bah, c'est simplement les clients qui nous le rendent bien. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tous les jours que les clients nous le rendent, quand on leur apporte des solutions, quand on est à leur côté dans les bons comme dans les moins bons moments. J'ai pas vraiment de moments marquants dans ma carrière, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt plein de petits et de bons moments au fur et à mesure de mon expérience professionnelle qui font que je suis passionné par ce que je fais. Mmh, je comprends. Hem, quand, tu as parlé de tes clients, tu as quelle typologie de clients dans ton portefeuille? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de tes missions, ce que tu fais et la typologie de tes clients? Ouais, bon, la typologie de clients, c'est une typologie assez classique pour un expert comptable. J'ai vraiment toute typologie de clients, donc du dirigeant tout seul sans salarié jusqu'à des sociétés qui comptent 500, 600 salariés. Donc c'est vraiment un éventail de clients assez large. Et puis bah, dans toute typologie d'activité, c'est du bâtiment, c'est de la métallurgie, c'est de l'immobilier, des industries. Voilà, c'est vraiment une clientèle hyper diversifiée. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, je trouve en tout cas, de notre métier, c'est de euh, passer d'un dossier à l'autre, d'une activité à l'autre, de besoins exprimés à d'autres besoins exprimés. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers, c'est qu'on est comment dire, dans un métier très riche et très diversifié. Et c'est ce qui fait que bah, y a pas de routine, une journée ne ressemble jamais à l'autre. Et je trouve que c'est ce qui fait tout l'intérêt, en tout cas, de notre métier. Et est-ce que c'est ce qui te plaît le plus, dans la profession? Ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que tu demandais tout à l'heure de décrire un petit peu les missions que je faisais au quotidien. Alors c'est là où, malgré le titre expert comptable, j'ai l'impression de ne plus faire de comptabilité, pour être clair, puisqu'aujourd'hui, euh, on dit souvent que l'expert comptable, c'est le bras droit du dirigeant. J'aime bien cette expression parce que, effectivement, je trouve que bah, plus on évolue vers le niveau d'expert comptable et plus, en fait, on est un accompagnateur aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, pour bah, les accompagner au quotidien dans la gestion de leur entreprise, dans les conforter dans leurs choix stratégiques, mener des missions assez intéressantes à leur côté, de développement, de croissance externe, de restructuration. Voilà, c'est ça ma mission du quotidien, c'est vraiment d'être apporteur de solutions pour les clients. Et puis, bah, j'ai la chance, comme beaucoup d'experts comptables en France, d'être accompagné par des équipes qui sont voilà, très engagées et qui, elles, du coup, on va dire, traitent vraiment et gèrent intégralement la partie de production des états financiers, où aujourd'hui, voilà, j'interviens très très peu sur ces missions-là, mais voilà, j'aime bien ce terme, en copilotage avec les dirigeants et les chefs d'entreprise. Ouais, un peu comme le meilleur ami, du chef d'entreprise, pour les conseils et puis, le travail comptable qu'il y a derrière. C'est ça. En fait, il y a plein de termes, je pense, qui pourraient décrire, en tout cas moi, la relation que j'essaie d'instaurer vraiment avec mes clients, une relation de confiance. On est le confident aussi des dirigeants, des chefs d'entreprise, puisque, bah, je l'ai dit, notamment avec ma clientèle, bah, on a des clients qui sont parfois un peu seuls, qui sont tout seuls à diriger, à manager leurs équipes, qui sont, on va dire, multicasquettes, c'est-à-dire qu'il faut être dans la production, il faut être dans le management, il faut être dans le commercial, etc. Et c'est vrai que parfois, et c'est entendable, ils se sentent un petit peu bah, seuls. Et effectivement, on est leur premier confident, on est la personne bah, qu'ils appellent pour un oui, pour un non, parce qu'ils ont besoin d'être confortés dans leur choix, parce qu'ils ont besoin de partager certaines bonnes ou mauvaises expériences. Et voilà, j'aime en tout cas avoir ce rôle-là à côté des clients. Et généralement, ils nous le rendent bien. Et c'est vraiment cette relation en fait qu'on arrive à instaurer avec eux qui fait vraiment, en tout cas, moi, la richesse et la passion que j'ai pour le métier que j'exerce. Et là, tu vois, tu parles de compétences, qui sont pas forcément des compétences techniques. Quand ton client, il t'appelle pour, te poser une question, pour un oui, pour un non, comme tu dis, d'où elle vient cette fibre de répondre à ces questions-là? Parce que les diplômes d'expertise comptable, c'est quand même hyper technique. Il y a un peu de management, un peu de gestion, sur, certaines ressources, mais c'est pas inné. Je suis d'accord, effectivement, c'est d'ailleurs un petit peu, moi, certains éléments qui me déplaisent, on va dire, dans le cursus de formation. Alors, je ne suis pas du tout contre le cursus de formation, mais on a une certaine, comment dire, une certaine barrière, je trouve, entre effectivement ce qu'on étudie à l'école
dans les cursus de formation classique, hein, on en a parlé tout à l'heure, où effectivement on exerce sur de la technique comptable, financière, fiscale, etc., etc. Et le rôle de l'expert comptable, où globalement on a une certaine distance, je trouve, entre ce qu'on étudie à l'école et ce qu'on fait après au jour le jour dans les cabinets. Donc effectivement, on est obligé de passer par cette phase technique, c'est inéluctable, puisque de toute façon, la base de nos métiers reste comme malgré tout un métier technique. Donc voilà, c'est des choses qui s'assimilent et effectivement, moi je suis passé par un cursus en alternance et je trouve que c'est vraiment un très très bon compromis, puisque ça permet effectivement d'acquérir les connaissances, on va dire, théoriques et techniques dans les cursus de formation, mais ça permet surtout de s'exercer et de se confronter au milieu professionnel, se confronter aux clients et vraiment de voir en fait les attentes des clients vis-à-vis de nous. Et effectivement, les attentes des clients, elles sont beaucoup moins orientées sur l'aspect comptable que sur l'aspect vraiment conseil. En tout cas, moi, c'est quelque chose, j'ai été picousé, excusez-moi le terme, à ça dès que je suis rentré, même en alternance, où vraiment on attachait une importance à la relation client, à leur apporter des solutions. Et 90% du temps, c'était pas forcément des réponses techniques sur des comptes comptables ou sur des schémas, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine distance aujourd'hui entre ce qu'on étudie dans les cursus de formation et l'application réelle dans le milieu professionnel. Et toi, ça te plairait de donner des formations comme ça pour former les futurs professionnels? Ouais, bien sûr, et je pense que c'est aussi, alors d'une, ça me plairait parce qu'effectivement, j'ai ça en moi, j'aime partager, même si ça fait que 15 ans que je travaille réellement, mais voilà, on se forge une expérience, on se forge un savoir-faire au fur et à mesure, et j'aime partager ça, que ce soit avec les collaborateurs en interne pour les faire monter en compétences, mais effectivement même à l'externe. Bon, la difficulté, c'est qu'on a des agendas qui sont assez remplis, c'est pas toujours simple de se dégager du temps aussi pour partager notre expérience avec les jeunes qui, eux, rentrent sur le marché du travail. Mais oui, c'est quelque chose qui m'anime. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si on a choisi de t'inviter sur le podcast, c'est notamment pour parler de fidélisation, parce que comme tu l'as dit, je pense que tu es une personne très bien placée pour en parler. Ça fait 14 ans que tu es chez BDO. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de rester chez BDO, que ce soit niveau valeur, que ce soit niveau management, attente? Alors j'ai un parcours, sans rentrer trop dans le détail, assez simple, c'est que j'ai fait mon premier stage au moment du DCG dans le cabinet BDO, aux Herbiers, là où j'habite d'ailleurs, qui s'est suivi d'un deuxième stage l'année suivante, et puis j'ai été pris en alternance. Donc en fait, j'ai une seule et même expérience professionnelle, en tout cas un seul et même employeur à l'époque. Et puis, qu'est-ce qui a fait que je suis resté? Tout simplement, plusieurs choses. La première, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité d'évoluer en interne. C'est vraiment quelque chose qui m'a été permis par mes employeurs de l'époque, qui sont aujourd'hui mes associés. J'ai eu la possibilité d'évoluer techniquement, d'évoluer aussi dans ma posture de dirigeant. Voilà, donc j'ai eu vraiment comment on dit, une ligne droite pour pouvoir vraiment exprimer en tout cas mon exercice professionnel dans les conditions que je souhaitais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose très important pour moi. On m'a permis, voilà, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'était quelque chose de très important. La deuxième chose, j'en ai parlé également un petit peu tout à l'heure, c'est la question que tu m'as posée sur c'est quoi ta clientèle. C'est ça aussi qui m'a fait rester, c'est que j'ai pu développer au fur et à mesure des années un portefeuille client. J'ai tendance à dire qu'on se construit aussi un portefeuille avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs, puisque voilà, ça permet aussi de nouer une vraie relation de confiance entre l'expert comptable et le dirigeant. Donc c'est ça aussi qui m'a forcément fait rester chez BDO, qui fait que je suis fidèle depuis un peu plus de 14 ans maintenant, parce que j'ai développé une clientèle, je pense, en tout cas à mon image, qui me correspond, des clients qui me sont fidèles depuis 14 ans, voire un peu moins pour d'autres, mais donc voilà, c'est aussi ça, et cette diversité dans la clientèle qui fait que je suis resté fidèle. Et puis le dernier élément qui est euh, sur lequel je vais m'appuyer un petit peu plus sur des aspects récents, mais on est un cabinet où on a été picousé, j'aime bien ce terme-là, à la notion de conseil et d'accompagnement client, et ça vraiment c'est quelque chose euh, qui me correspond. On a toujours fait évoluer ça en interne, on a toujours été, on va dire, assez novateur aussi dans les outils utilisés.
on est dans une pleine mutation, hein, de notre exercice, hein. En ce moment, on le voit, hein, avec la digitalisation, avec l'arrivée de la facturation électronique. Et c'est aussi ça qui m'a fait rester, c'est qu'on est un cabinet qui a toujours pris ces sujets à bras le corps, toujours un peu dans l'innovation. Et donc, voilà, toute cette évolution professionnelle, je m'y retrouve. On est en plus passé statut entreprise à mission avec BDO. On était le premier cabinet, hein, d'audit et de conseil en France à adopter ce statut-là. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui correspond fortement à mes valeurs, y compris personnelles. Et donc, voilà, toutes ces petites choses additionnées les unes aux autres font qu'aujourd'hui, je suis fidèle à BDO, et je le serai encore pendant de très très nombreuses années. Et justement, comme tu as dit, les choses, elles évoluent, donc que ce soit la digitalisation, mais aussi au niveau personnel. Toi, en 14 ans, je sais pas, ta vision a dû évoluer aussi. Vous êtes allés dans le même sens directement, c'était facile? Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on m'a vraiment laissé l'opportunité d'évoluer en interne. Heureusement et bien heureusement, j'étais accompagné, hein, dans cette évolution avec, je dis mes employeurs de l'époque, mes associés d'aujourd'hui, mais pas que, hein. C'est aussi les collaborateurs et les collaboratrices qui composent le bureau, qui étaient au départ mes maîtres d'alternance, puis on va dire mes responsables. Donc je suis vraiment passé par toutes ces étapes-là. C'est ce qui fait qu'il m'a forgé vraiment, je pense, ce caractère-là. J'aime travailler en équipe, j'aime partager. Et donc, tout ça, on l'a fait en évoluant aussi avec le métier, avec les outils. Et voilà, clairement, ça correspond parfaitement à ma vision des choses. Donc, je m'y retrouve pleinement et complètement. Ouais. Et pour les attentes de tes collègues, ça s'est passé de la même manière ou c'est vraiment juste toi qui t'es pleinement épanoui là-bas? Je me suis épanoui, et je pense que la chance, l'opportunité que j'ai eue, elle est ouverte à tout le monde aujourd'hui. Alors, elle est ouverte chez nous, chez BDO, mais pas que, elle est ouverte aussi partout. Par contre, je pense malgré tout que pour atteindre en tout cas et pour évoluer dans un cabinet, mais c'est pareil dans n'importe quelle entreprise, ça demande aussi un certain engagement, une certaine implication personnelle, puisque même si on a toutes les cartes en main pour évoluer, il faut aussi y mettre un petit peu son grain de sel. Et quand je parle d'engagement et d'implication, c'est ça. Euh, on peut avoir, on va dire, la ligne droite de Longchamp pour évoluer, mais si on se donne pas les moyens de courir à la bonne vitesse et puis de s'entourer des bonnes personnes pour évoluer. Donc je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a le contexte professionnel qui doit être un contexte favorable à l'épanouissement et à l'évolution, mais il y a aussi un degré que je mettrais encore au-delà du côté du cabinet. Pour moi la priorité, c'est aussi que les jeunes et ceux qui souhaitent évoluer s'en donnent la peine, et créent en fait comment dire, l'environnement personnel et professionnel le plus favorable à ce qu'ils puissent évoluer comme ils le souhaitent. C'est clair que les portes, elles vont pas s'ouvrir toutes seules. Les opportunités, moi, je suis convaincue qu'il y a des opportunités partout, qu'elles sont à saisir, mais pour les saisir, il faut se donner les moyens, comme tu dis. En tout cas, c'est une très belle histoire. 14 ans, niveau fidélité, c'est énorme. Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs que tu as connus plus au début de ta carrière et qui sont associés avec toi maintenant? Alors non, aujourd'hui, nous on est 7 associés là sur le bureau des herbiers. Je suis le plus jeune, donc c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai 35 ans. Donc j'ai pas de jeunes qui étaient rentrés en même temps que moi et qui sont passés jusqu'au stade d'expert comptable et d'associé, mais aussi peut-être tout simplement parce que les personnes n'avaient pas forcément cette volonté-là, tout simplement. Mais voilà, j'identifie déjà actuellement, quand je parle des jeunes qui ont intégré nous le bureau là depuis quelques années maintenant, on a voilà des profils de collaborateurs dans lesquels je me retrouve un petit peu. Je me vois quelques années en arrière, voilà, avec cette opportunité d'évolution. Ils sont aujourd'hui inscrits pour passer le stage, donc ils sont mémorialistes, et voilà, je retrouve chez eux certaines facettes de moi il y a quelques années, et je me dis c'est top, c'est super, on leur laisse cette opportunité là, ils s'engagent, ils s'impliquent, donc donc c'est top. Donc non, pour répondre à ta question, concrètement aujourd'hui je suis dans ma génération, entre guillemets, depuis une quinzaine d'années, le seul aujourd'hui expert comptable associé sur le bureau.
D'accord. Voir ces jeunes-là, qui passent le deck, qui sont, que tu sens qui s'engagent et qui te font penser à toi plus jeune, est-ce que ça te fait rêver, croissance, du cabinet? Est-ce que, c'est des gens que enfin, est-ce que c'est des traits de caractère qui sont, pour toi indicatifs et qui, peuvent créer des talents pour plus tard? Oui, tout à fait. Au-delà du fait que l'opportunité soit laissée à chacun d'évoluer à son rythme au sein du cabinet, donc j'ai parlé tout à l'heure d'engagement personnel, et, et chez ces jeunes-là, je sens ça. Euh, J'y mettrais un autre ingrédient qui me paraît important, et je suis passé par ça aussi, par le bénévolat, par l'associatif aussi, c'est-à-dire tout ce qu'on peut porter au-delà de notre engagement professionnel, bah, c'est aussi les engagements personnels, et je trouve que bah, cet engagement dans le bénévolat, ça peut être dans des clubs sportifs, ça peut être dans des associations, peu importe, ça dénote aussi un petit peu le caractère et la volonté des personnes bah, d'être, on va dire, engagées pour la société en règle générale. Moi, j'ai un parcours aussi, et je suis toujours dedans, hein, je suis très investi dans l'associatif, dans les associations locales. J'aime m'investir aussi dans l'extra-professionnel, et je pense que toutes ces expériences extra-professionnelles nous apporte énormément aussi à titre professionnel. Et voilà, donc les jeunes dont je parlais tout à l'heure, bah, effectivement, c'est là où je dis que je me retrouve aussi, c'est que je vois cet engagement extra-professionnel qui fait que bah, voilà, ça donne une certaine ouverture d'esprit, ça donne un petit peu aussi le caractère de la personne, l'engagement, etc. Et je pense que c'est aussi un élément favorable et qu'il faut surtout conserver pour bah, continuer à évoluer à titre professionnel. Donc toi, c'est ce que tu entretiens et tu es dans quel type d'association? Alors j'ai fait pas mal de choses de manière locale, donc très investi dans un club de foot euh, sur la ville des Herbiers, donc à Ardelais exactement, où j'ai été donc joueur, j'ai été dirigeant d'équipes jeunes, donc j'encadrais des petits bambins, voilà, le mercredi à l'entraînement, le samedi au match. Donc voilà, j'ai fait ça pendant une douzaine d'années, 13 ans à peu près. J'ai été également, j'ai fait partie d'une association de sonorisation, DJ pour être un peu plus concret, pendant quelques années. J'ai également été adjoint aux finances sur la mairie des Herbiers pendant 5 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, voilà, très investi dans les réseaux associatifs locaux, que ce soit professionnels, extra-professionnels. Voilà, c'est quelque chose qui me correspond. J'ai besoin de partager, de voir des gens de divers horizons, et je pense que c'est aussi ça qui est enrichissant. Et je pense que ça contribue aussi à être un bon professionnel, le fait de côtoyer aussi des gens à l'extérieur du cadre du cabinet. Euh, voilà, un petit peu. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, et je pense que c'est quelque chose qui me colle à la peau et qui continuera à me coller à la peau pendant de nombreuses années. En Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je te laisse. OK. En rendez-vous préalable, tu m'avais parlé d'associatif comme ça, mais j'imaginais pas qu'il y avait autant enfin, que tu avais un panel aussi, diversifié. Donc merci d'en parler. Pour moi, l'associatif, j'ai toujours été dans l'associatif sportif avant. J'avais pas, je connaissais pas forcément les autres associations. J'en avais quelques-unes à la fac, mais j'étais pas, hyper, intéressée parce que ça je comprenais pas trop, je sais pas, j'avais pas, une idée claire sur le sujet. J'ai découvert ça il y a, quelques mois et du coup, je suis rentrée en association et je trouve ça, absolument génial et pour le réseau aussi, c'est bon, déjà, c'est très formateur, on développe d'autres compétences qu'on apprend en cours, mais même pour le réseau, c'est hyper important. Tu as sûrement dû faire de belles rencontres? Ouais, ouais, exactement. Et c'est ce que je disais, c'est que bah, aussi par la diversité des associations dans lesquelles soit j'ai été, soit je suis toujours. Je pense notamment, là, j'ai une association, j'étais président à l'âge de 23 ans, 24 ans, d'un comité des fêtes, donc rien à voir avec, avec le métier d'expert comptable. Voilà, on se réunissait entre copains, on était une quinzaine, on organise des événements dans la ville, on réunissait ça entre 500 et 1000 personnes, voilà, simplement pour la volonté de faire réunir les gens autour d'un concert, autour d'une fête de village, où on proposait de la restauration, de la boisson, etc. Bah, tout ça aussi, ça contribue à rencontrer des gens qu'on rencontre pas forcément dans le cadre professionnel. Et quand tu parles de réseau, même si initialement, bah, toutes ces associations dans lesquelles j'ai été et je suis toujours, on n'y va pas du tout. Et en fait, il faut pas y aller avec un esprit de se dire ça va me servir à titre professionnel. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que
quand on y va de manière complètement désintéressée, tout simplement pour se rendre utile et puis contribuer au développement de la ville ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'en fait on donne et on reçoit. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir dans l'engagement associatif. Plus on donne, plus on reçoit. Et moi, c'est clairement ce que j'ai vécu depuis plus de 20 ans où je suis assez engagé dans les associations. Et clairement, oui, ça m'a créé du réseau du coup après à titre professionnel parce qu'on fait des rencontres, des gens qu'on rencontre dans ce cadre-là, et puis un sujet en entraînant un autre, au fait tu fais quoi dans la vie, etc., etc. Et puis c'est aussi comme ça qu'on se fait connaître, qu'on fait parler de soi. Et oui, je le cache pas, tous ces réseaux m'ont aussi apporté à titre professionnel de belles rencontres, des partenaires, des clients, des prospects, etc., etc. Et je suis vraiment convaincu que pour aussi développer son réseau professionnel, il faut s'ouvrir sur des réseaux un peu plus personnels et de l'engagement personnel en termes de temps. Alors, à t'écouter, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont, j'allais dire faciles, mais tu sous-estimes pas le métier en disant que c'est trop facile. Mais tu as forcément dû être confronté à des défis, à des choses beaucoup moins cool, des choses dont tu parlerais peut-être pas avec le même ton et le même engagement. Est-ce que tu pourrais en partager quelques-unes? Oui, des difficultés, forcément, on en rencontre tous les jours. C'est aussi ce qui fait qu'on apprend, qu'on se forge de l'expérience. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 35 ans, je suis jeune, j'ai encore pas tout vu dans le cadre de ma carrière, bien heureusement. Donc on en apprend tous les jours. Et généralement, on se rend compte que on en apprend d'autant plus quand on est face à des difficultés. Quand je dis des difficultés, c'est des difficultés pour les clients, notamment. Donc oui, j'ai des situations en tête qui étaient difficiles, professionnellement, mais humainement aussi. J'aime vraiment, comment dire, j'ai dit tout à l'heure que je considérais l'expert comptable, on le dit souvent, comme le bras droit du dirigeant. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que j'essaye aussi de créer une vraie relation de proximité, de confiance avec les clients. Et donc, la difficulté du client, je la prends pour moi aussi. Je travaille avec le client comme si c'était ma propre entreprise, ma propre boîte. Je l'aide à trouver aussi ses solutions, mais on le fait comme si c'était sa propre boîte. Et donc, oui, des difficultés financières chez des clients, des sociétés pour lesquelles on a mis en place des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire, où ces difficultés, quand on n'y a jamais été confronté, conjuguées, on va dire, comment dire, un aspect d'attachement humain aux dirigeants, effectivement, ça, c'est des difficultés qui sont compliquées au moment où on les vit. Et puis, forcément, d'année en année, avec l'expérience, le savoir-faire, c'est des difficultés qu'on arrive plus facilement à surmonter. Ça ne veut pas dire que le petit côté sentimental de dire le dirigeant voilà, qui a amené sa barque pendant de nombreuses années arrive dans une situation compliquée de perdre son entreprise. Donc ouais, ça c'est des difficultés. Une autre difficulté que j'ai rencontrée, j'ai aussi eu la chance là-dessus d'être accompagné. Je fais partie d'un réseau d'un mouvement plutôt, qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dans lequel je suis depuis un peu plus de 4 ans, qui m'a beaucoup aidé sur ce domaine-là. Il n'y a pas d'école pour devenir dirigeant. Et ça, c'est une vraie difficulté, je trouve. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé comme alternant. J'ai appris le métier, la technique. C'est mes collègues on va dire, les gens que je manage aujourd'hui, c'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui ont fait aussi ce que je suis en partie. Et donc ça, c'est aussi une difficulté. Le changement de statut, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais de statut dans l'entreprise. J'étais le petit jeune, l'alternant, puis le collaborateur, puis le responsable de mission, puis le directeur de mission, puis l'expert comptable, puis l'associé. C'est aussi une difficulté qu'il faut surmonter, c'est de dire, hier j'étais ton collègue, aujourd'hui je suis toujours ton collègue, mais je suis aussi ton référent ou ton employeur, ça dépend comment on le voit. Et donc c'est aussi une difficulté, c'est aussi accompagner ces évolutions-là dans l'entreprise. Moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont été très compréhensifs. J'ai un management, je pense, assez participatif, assez intégrateur aussi des collaborateurs. Je me considère pas comme un dictateur, comme on dit. Donc voilà, c'est aussi une difficulté. Et quand on a des difficultés comme ça, c'est important d'être bien entouré. J'avais mes associés aujourd'hui qui m'ont aussi accompagné dans cette transition, dans cette évolution. Mais on parlait de réseau, voilà, le mouvement du CJD en est un aussi dans lequel j'apprends parce que je suis toujours dans le CJD, et je vais d'ailleurs prendre la présidence l'année prochaine là, de la section dans laquelle je suis.
ben voilà, c'est des réseaux qui m'apportent énormément à titre professionnel, à titre personnel. Ça m'aide à me faire grandir, ça m'aide à prendre la dimension aussi de cette fonction de dirigeant. Euh, donc voilà, c'est ces deux exemples de difficultés que j'ai pu rencontrer et c'est des difficultés qu'on rencontre et que j'ai certainement pas fini de rencontrer. Mais voilà, si je dois passer un message, c'est entourez-vous, ne restez pas seul face aux difficultés et globalement, à tout problème, sa solution. Merci pour ce partage-là. Tu as parlé donc du CJD et en interne, donc tu as ressenti aussi du soutien. Mais qu'est-ce qui est mis en place chez BDO justement pour que les collaborateurs et experts comptables, mémorialistes, etc. Se sentent bien et se sentent accompagnés justement parce que l'accompagnement, c'est aussi source de bien-être, et, d'investissement, d'engagement de la part des forces de travail. Exactement. Alors, ce qui est mis en place, il y a plein de petites choses qui sont mises en place. La première, elle s'adresse à tous les collaborateurs, hein, peu importe le statut, le niveau. On a mis en place, nous, depuis déjà un petit peu plus de 2 ans, je dirais, des groupes de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour, même si nos bureaux sont toujours ouverts, mais c'est aussi important de laisser la parole aux collaborateurs sur la qualité de vie au travail, comment ils s'épanouissent au travail, ce qui leur manque, ce qu'ils ont besoin, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place depuis un peu plus de 2 ans et vraiment, on a des remontées très importantes. Alors on ne peut pas répondre à tout, bien entendu, parce qu'il y a des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, des contraintes aussi de locaux, etc., qui font qu'on ne peut pas répondre à tout, mais c'est en tout cas quelque chose que j'invite mes confrères à réaliser, puisque c'est vraiment, en tout cas, important d'écouter les collaborateurs et les collaboratrices sur leurs besoins et ces groupes de QVT qu'on a mis en place nous ont vraiment aidé à encore plus prendre en considération les besoins de nos collaborateurs. Après, ce qu'on a mis en place, et pareil, c'est pour tout niveau, c'est pour les alternants, c'est pour les mémorialistes, experts comptables, etc. C'est des parcours internes de formation. On accompagne ces jeunes pour, on va dire, les inscrire dans le cadre le plus favorable possible à concilier la vie professionnelle et la vie d'étudiant, puisque moi je suis passé par là aussi, hein, il y a quelques années de ça maintenant, mais c'est aussi des périodes où il faut savoir concilier les deux, c'est pas toujours simple. On est toute la semaine au cabinet avec des rythmes euh, professionnels, avec forcément une dynamique qui fait que c'est compliqué aussi pour eux, les jeunes, de conjuguer les révisions le soir en rentrant, préparer les examens, etc. Donc nous, on a mis en place vraiment un parcours d'accompagnement à tous ces jeunes-là. Alors sur la base du volontariat, hein, bien entendu, hein, c'est chaque personne qui souhaite solliciter ces services-là le font. On est là pour les accompagner, on crée des petits groupes de travail pour qu'ils puissent partager sur leurs difficultés, aussi bien professionnelles qu'à l'école. On leur crée aussi des moments favorables pour qu'ils puissent réviser ensemble. On propose également de les accompagner pour ceux qui malheureusement n'arrivent pas au bout de la validation de leur diplôme parce qu'il leur manque une UV, 2 UV. On les accompagne aussi à se préparer à aller passer ces UV en candidat libre 1 an après, 2 ans après, quand ils se sentent prêts. Donc voilà les types d'accompagnement qu'on peut réaliser pour nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et puis après, sur le niveau des associés, nous, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement une gouvernance collective. Je l'ai dit tout à l'heure, on est 7 associés sur le bureau des Herbiers. On est un peu plus de 120 associés en France. Globalement, on partage entre nous, on crée des moments favorables d'échange, surtout sur des problématiques clients, sur des problématiques de management, sur toutes les problématiques qu'un chef d'entreprise peut rencontrer au quotidien. Et nous, voilà, la mise en place de cette gouvernance collective fait que voilà, on n'hésite pas à se solliciter entre associés quand on a des difficultés, quand on a besoin d'aide. Ces petits moments de partage, voilà, tout simplement, on se sent pas seul, quoi. Ça fait beaucoup de choses de mis en place. C'est super parce que ça vous permet du coup de vous assurer de comment ça se passe dans le cabinet. Et comment vous mesurez la satisfaction ou l'épanouissement de vos collaborateurs? Alors, on le mesure de plusieurs manières, de manière plus ou moins, on va dire, formelle. Euh, je vais commencer par le formel. Le formel, on réalise des enquêtes de satisfaction en interne. Donc là, c'est au niveau du groupe, hein, au niveau national. On réalise ces enquêtes-là de manière assez régulière pour dénoter un petit peu le taux de satisfaction des collaborateurs sur plein de sujets, hein, dans l'entreprise, sur l'épanouissement, sur les missions, sur énormément de choses. Donc on attache une importance vraiment à ces enquêtes-là.
Et donc, suite à ces enquêtes, et en fonction des remontées des collaborateurs, s'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour encore améliorer ce taux de satisfaction, on le fait. Donc ça, c'est vraiment l'aspect formel. Sur l'aspect plus ou moins formel, effectivement, on a des entretiens annuels, des entretiens aussi biannuels sur tout ce qui est formation, évolution professionnelle. C'est aussi le moment d'être à l'écoute, c'est des moments privilégiés avec les collaborateurs. C'est le moment d'écouter ce qui va moins bien, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit faire évoluer, ce qu'on doit faire progresser. Donc c'est pour ça que je dis c'est plus ou moins formel. C'est formel dans le sens où oui, c'est timé, c'est rythmé, puisque tous les ans, on passe par cette étape-là. Mais c'est informel parce que c'est aussi un moment d'échange, cet entretien, où le collaborateur a libre parole, a le droit de donner son sentiment, son ressenti sur comment il se sent dans le cabinet, ce qui va moins bien. Et donc, c'est aussi des outils qui sont mis à disposition des collaborateurs pour nous remonter ces informations-là. Et puis le côté très informel, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye tant bien que mal d'être le plus disponible possible pour nos collaborateurs, comme on l'est pour nos clients, on l'est pour nos collaborateurs, puisque sans eux, on n'aurait pas de clients non plus. Hein. C'est les collaborateurs qui sont la force vive du cabinet. Donc voilà, on leur dit s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas attendre l'entretien de fin d'année, il ne faut pas attendre l'enquête de satisfaction pour nous remonter ces points-là. Et donc j'ai envie de dire, nos bureaux sont ouverts au partage, à la discussion. On essaie aussi de provoquer des petits moments off, ce qu'on appelle des after-work, où chacun va comme il veut, et c'est aussi l'occasion d'échanger sur plein de sujets. Donc on essaie aussi de créer ces petits moments de partage, un petit peu hors cadre professionnel, pour justement écouter les collaborateurs et leurs besoins et y répondre dans le meilleur des cas. Et les collaborateurs sont bons élèves, c'est-à-dire ils viennent facilement parler de leurs problèmes ou des fois c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aient énormément confiance? Est-ce qu'ils viennent facilement vers vous? Oui, ils viennent relativement facilement vers nous. Après, je veux dire, c'est aussi un cadre à façonner. C'est-à-dire que la confiance, elle s'acquiert pas en un claquement de doigts. Donc c'est aussi, entre guillemets, le travail du quotidien, l'accompagnement qu'on a auprès de nos collaborateurs, qui fait qu'on crée cette relation de confiance. Et plus la relation de confiance elle est instaurée, et plus c'est facile de se dire les choses. Il faut vraiment créer ce cadre de confiance avec nos collaborateurs, pour que la parole soit libérée, que même quand il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, on se les dise en toute bienveillance, sans jugement, sans quoi que ce soit, sans qu'on en tienne rigueur aussi par la suite. Donc j'ai envie de dire, c'est un travail du quotidien de conserver ce cadre de confiance entre nous, pour que justement, quand il y a des difficultés, qu'ils puissent nous le partager. Après, moi je le dis, et on le dit aux équipes, on est là pour entendre. Bon, il y a le cadre professionnel, il y a aussi le cadre personnel. C'est pas toujours le cadre le plus simple pour les collaborateurs sur lequel ils peuvent s'épancher. Maintenant, on est aussi là pour les aider quand on peut les aider sur ce cadre personnel. Donc voilà, c'est peut-être sur ce point-là où généralement c'est un peu plus dur de percer la glace entre guillemets, et donc que les collaborateurs puissent facilement se livrer. Tu as dit que donc tu étais membre du CJD, que ça t'apportait beaucoup dans la gestion de tes clients, notamment par rapport à la direction. Est-ce que BDO pousse ses collaborateurs à justement faire de l'associatif ou à s'entourer de ce genre de réseau? Ou alors est-ce que c'est plutôt en interne que vous faites venir des formateurs ou comment ça se passe? Non, là-dessus, on est vraiment dans un cadre très ouvert chez BDO. On est vraiment ultra, autonome et responsable de ce qu'on souhaite faire. Donc oui, clairement, BDO nous encourage, donc les associés, mais nous, les associés, on porte aussi ce message-là vis-à-vis des équipes, à intégrer des réseaux. Donc moi, j'ai parlé du CJD parce que c'est un réseau dans lequel je suis du coup personnellement. Je pense au réseau Entreprendre, qui est un petit peu partout. Je pense au réseau Initiative également. Donc ça, c'est des réseaux vraiment professionnels. Donc on encourage vraiment les associés, mais aussi les collaborateurs, les responsables de mission, les directeurs de mission chez nous participent aussi à ce genre de réseau, parce qu'on considère aussi que, je parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit, ça en fait partie. Ça permet aussi d'aller voir un petit peu de manière un peu différente, se confronter aussi à d'autres marchés. Donc on est vraiment un cabinet très ouvert, très,
très permissif sur ces choses-là, et chaque réseau a du bon à apporter à chacun. Donc clairement, on est vraiment dans un cadre favorable pour s'épanouir. Après, on ne peut pas, enfin, et c'est pas du tout l'objectif de forcer quelqu'un à aller dans un réseau dans lequel il se ressent pas. Il faut aussi partager les mêmes valeurs. Il faut aussi y retrouver ce qu'on va y chercher. Et quand c'est pas le cas, il faut pas se forcer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Il faut vraiment se trouver dans un cadre de confiance. Je parlais tout à l'heure de cadre de confiance avec les collaborateurs. Dans les réseaux, c'est la même chose, puisque c'est des réseaux dans lesquels on se livre, on parle de notre quotidien, de notre côté professionnel, mais aussi de notre côté personnel. Et moi, c'est aussi ça que m'apporte beaucoup le CJD, c'est-à-dire que je peux arriver avec mes soucis personnels, je peux arriver avec mes soucis professionnels. J'ai à côté de moi des dirigeants, des chefs d'entreprise qui sont là en toute bienveillance pour écouter, pour essayer de m'apporter un maximum de réconfort, de solutions, de choses comme ça. Et donc, voilà, il faut aussi, à titre personnel, être complètement ouvert à ce genre de choses-là. Et j'aimerais ajouter pour les étudiants qui nous écoutent, parce qu'on a aussi une partie de notre audience qui est composée d'étudiants, qu'il y a aussi l'annexe et CJEC pour la partie, les étudiants en comptabilité. Donc là, c'est pareil, c'est un réseau qui est incroyable pour faire des contacts, parler de problématiques, il y a vraiment une communauté derrière tout ça. Donc c'est intéressant de se rapprocher des chambres de nos régions pour justement pas se sentir seul et puis développer d'autres compétences. Et donc ça, c'est partie comptable, mais il y a aussi la JCE, je ne sais pas si tu connais, la jeune chambre économique qui est présente sur tout le territoire et qui permet de rencontrer plein de personnes d'horizons différents, confrontées à des problématiques qu'on pourra peut-être rencontrer dans notre carrière professionnelle de comptable, expert comptable. Et niveau échange, c'est hyper riche et très diversifié, parce que pour le coup, c'est tout citoyen qui peut y adhérer. Donc là, on a parlé de formation, de talent. Comment vous faites pour conserver les talents, parce que vous les avez là, mais à tout moment, ils peuvent partir. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un vrai enjeu, comment dire, cette conservation, cette fidélisation, en tout cas de nos collaborateurs, collaboratrices, de leur talent. J'y ai répondu indirectement tout à l'heure en disant le but, c'est vraiment de créer le cadre le plus simple et le plus favorable possible à leur évolution. Comment on les fidélise? Il faut les écouter, il faut être à leur écoute, savoir exactement c'est quoi leur ambition, c'est quoi leur volonté d'évolution professionnelle, et donc leur créer le cadre le plus favorable possible à leur volonté d'évolution. Il y a des collaborateurs, des collaboratrices qui sont bien dans leur poste depuis de nombreuses années, qui veulent pas en faire plus. Il faut aussi écouter ça et dire c'est déjà très bien ce que tu fais, on va pas t'en demander plus. D'autres qui ont envie aussi de percer un peu plus et plus rapidement, c'est aussi de leur ouvrir cette possibilité-là, en leur affectant des dossiers, en les intégrant aussi dans les réseaux dont je parlais tout à l'heure. Donc déjà, ça passe par là, c'est l'écoute, c'est-à-dire ne pas attendre ou ne pas demander à un collaborateur quelque chose que lui-même n'a pas envie de faire. Je pense que c'est déjà une première réponse à comment fidéliser. Comment fidéliser aussi en suivant un petit peu l'évolution de notre métier, mais des générations. Je pense que si on prend la génération d'il y a 25-30 ans et la génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes velléités. Et donc, c'est aussi une des facultés, et je pense que chez BDO, on est vraiment très dans un cadre favorable pour ça. C'est aussi de prendre en considération les volontés et les changements générationnels, parce que effectivement, on ne demande pas la même chose à un jeune aujourd'hui de 25 ans qui rentre sur le marché du travail par rapport à la même personne il y a 30 ans qui n'était pas du tout d'une formée de la même manière, qui n'exerce. Enfin, nos métiers ont évolué aussi, donc je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération et donc créer le cadre, on va dire, dans lequel le collaborateur pourra s'épanouir. Et j'ai parlé tout à l'heure également de notre statut d'entreprise à mission chez BDO. Ça fait écho en fait à l'intérêt et au sens qu'on donne à notre travail de tous les jours. Et je pense que ça, c'est une vraie évolution sur les dernières générations. Alors, je ne sais plus si on est sur la génération Y, Z ou alors, je ne sais pas, il n'y a plus de lettres après, mais globalement, aujourd'hui, on le sent et les collaborateurs le disent, il faut que leur travail leur donne du sens. Il faut qu'ils sachent
pourquoi ils font ça, dans quel intérêt. Et je pense que ça, justement, nous, notre passage, vraiment notre évolution de société à mission est venu aussi apporter beaucoup de clairvoyance aussi auprès des collaborateurs sur c'est quoi notre rôle, comment est-ce qu'on inscrit BDO auprès des clients, quel est notre rôle, quel rôle on a à jouer auprès des clients, avec la prise en compte des différents piliers qu'on a inscrits du coup dans nos statuts. C'est l'inclusion, voilà, c'est aussi de participer à cet effort d'inclusion au niveau recrutement, c'est de contribuer à l'épanouissement de nos collaborateurs. On en a parlé tout à l'heure avec les différents éléments qu'on a pu mettre en place chez nous pour y répondre. C'est aussi de prendre en compte le facteur écologique, voilà, la responsabilité que chaque entreprise a vis-à-vis du climat, vis-à-vis de l'environnement. Ça, en tout cas, on souhaite aussi prendre notre part de responsabilité là-dessus. Et donc, déjà, on se l'applique à nous-mêmes en interne, mais avec aussi l'objectif de pouvoir aussi entraîner nos clients, entraîner nos partenaires aussi dans ce cercle vertueux de la RSE en règle générale. Et toutes ces petites actions, toute cette vision, cette stratégie que BDO a pu mettre en place, je pense que c'est porteur de sens, c'est porteur de valeur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en considération vis-à-vis de nos jeunes. Ils sont en attente de ça. Donc, je pense que ça fait partie de plein de petites choses qu'il faut entendre et intégrer pour fidéliser nos équipes, puisque je le dis régulièrement et j'aime aussi le dire à mes clients, c'est que le meilleur recrutement qu'on peut faire, c'est celui qu'on n'a pas à faire. Et donc, le recrutement qu'on n'a pas à faire, c'est parce que nos collaborateurs sont bien, parce que justement, ils sont complètement et pleinement intégrés dans la stratégie du groupe et que pour eux, ça fait sens et qu'ils y voient vraiment un intérêt aussi bien personnel que professionnel. Et justement, par rapport au recrutement, comment vous identifiez une candidature d'un futur talent? Quelles sont les prédispositions que vous reconnaissez dans justement le profil d'un candidat? Alors, j'ai envie de dire, tout va dépendre également du poste, entre guillemets, sur lequel on recrute le collaborateur. J'allais dire, de manière générale, on est, on va dire, très sensible, comment dire, je sais pas si c'est le terme, mais au caractère de la personne. Au tout début du podcast, je parlais d'engagement, d'implication. Je pense que ça, c'est déjà une des valeurs qu'il faut que les collaborateurs portent. C'est de dire, oui, peu importe à quel poste je rentre demain chez BDO, moi, ce que je veux, c'est m'impliquer, c'est m'engager et j'ai envie d'évoluer. Et ça, déjà, voilà, on dénote chez le candidat, on va dire, un potentiel, quelqu'un qui a envie d'évoluer. Tout le monde n'évolue pas au même rythme. Mais voilà, l'objectif, c'est de dire, quelqu'un qui a envie d'évoluer, il faut qu'on lui laisse cette possibilité-là. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose auquel j'attache de l'importance au moment des candidatures. L'aspect technique, forcément, on joue, puisqu'on reste malgré tout à la base un métier technique. Donc oui, le bagage technique compte aussi, même si c'est vraiment pas et clairement pas le premier critère de recrutement, puisque cette technique, on l'apprend aussi au quotidien dans les cabinets, par les premiers travaux qu'on peut réaliser quand on rentre dans un cabinet. Donc oui, on va regarder un petit peu le bagage technique, mais clairement, ce ne sera pas la priorité. Donc on attache vraiment de l'importance à l'aspect comportemental, à l'attitude, et puis je pense que déjà, quand on coche ces cases-là, c'est déjà pas mal. Merci pour ta réponse. On va approcher tranquillement de la fin du podcast. Avant ça, j'aimerais qu'on aborde une autre notion, celle de la densité de talent. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle, la densité de talent. Je vais peut-être te laisser aller au bout de ta question, parce qu'on a, nous, en tout cas, mis en place quelque chose là-dessus, Et en interne. ma question était, qu'est-ce que vous faites pour renforcer cette densité de talent? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, chez nous, on est un petit peu sur une phase test chez BDO là-dessus. On a mis en place le mentorat. Alors, qu'est-ce que le mentorat? C'est pas du coaching, c'est pas de la formation, c'est du partage, tout simplement, du partage d'expérience, du partage de savoir-faire entre collègues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de hiérarchie ou quoi que ce soit. C'est dire, j'ai une problématique sur un talent que je n'ai pas, ou en tout cas sur lequel j'ai pas d'appétence. Je prends un exemple, par exemple, quelqu'un qui va me dire, j'ai un sujet à aborder avec un client, mais je suis pas un très bon communicant, je sais pas comment amener le sujet. Et je vais me rapprocher d'un mentor qui lui a plutôt ce talent-là, ce talent de la communication, de préparer, on va dire, un discours ou quoi que ce soit, ou de préparer une intervention. Et donc, c'est de dire,
bah, cher mentor, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide sur ce sujet-là. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux m'aider à apporter une solution à ma difficulté? Et donc ce mentorat, on l'a mis en place. On a fait passer, alors je l'ai pas dit, mais le bureau des herbiers, on est sur à peu près 130 collaborateurs et associés sur le bureau. On est un bureau assez important. Et donc on a fait déjà passer un test. On était une vingtaine à peu près, entre 20 et 30 à passer ce test-là. Ce test-là, en fait, nous permet justement de détecter quels sont les talents chez nos donc on l'a fait nous, les associés, directeurs de mission. Quels sont nos talents? Donc je parlais de la communication tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plutôt innovateurs, des gens qui sont plutôt coéquipiers, des gens qui sont plutôt optimistes, des gens qui sont plutôt battants, finisseurs. Et donc on avait besoin d'identifier les talents chez nos collaborateurs. Parce que des fois, on se fait des fausses idées en disant ouais, lui, il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça. Ben non, ces tests-là nous ont permis aussi de prendre conscience du talent de nos collaborateurs, de nos collaboratrices. Et c'est beaucoup plus facile aussi, une fois qu'on connaît les talents des uns des autres, de dire bon, ok, lui, il a ce talent-là, donc il serait bien approprié avec tel client, sur telle mission, etc. Par contre, il a moins ce talent-là, donc effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être pas forcément à leur poste, comment dire, pas à leur poste, mais euh, qui, qui ne trouvent moins d'intérêt en fait dans leur travail, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur leur talent en fait, tout simplement. On va pas demander à quelqu'un qui est pas communicant de prendre le micro devant 500 personnes, par exemple. Eh ben, le fait de savoir ça entre nous, ça change un peu la donne. Et puis tu parlais tout à l'heure de recrutement. Euh, Nous, en tout cas, on a fait une cartographie des talents en interne, donc sur les 20-30 personnes là, qui ont passé ce test-là. Et l'objectif, c'était de se dire quel, quel, euh, quel talent il nous manque aujourd'hui pour aller au fond de notre stratégie, pour déployer notre stratégie. Et donc, clairement, les recrutements que l'on fait, notamment sur des postes à responsabilité, on essaye en fait d'identifier. Donc, on leur fait aussi passer ces tests-là, ces tests de talent, et de se dire, bah ouais, clairement, on a besoin d'un innovateur. C'est un exemple. Hein. Et dans le test qu'on a fait passer à la personne, elle a ce trait de caractère-là qui montre qu'elle a un vrai talent là-dessus. Et donc, ça devient aussi un vrai facteur de recrutement, cette notion de talent, pour vraiment, on va dire, avoir les bonnes personnes aux bons endroits et que tout ça colle à la stratégie qu'on a mis en place. Oui, c'est clair. En fait, avoir une cartographie des talents qu'on a versus ceux dont on a besoin pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, c'est super important pour développer les stratégies, pour les recrutements, pour la croissance, etc. Exactement. Et donc, pour finir là-dessus, donc le mentorat, ce que l'on a mis en place, c'est que en fonction des talents des uns et des autres, les points sur lesquels les gens ont moins d'appétence, du coup, si ces personnes-là souhaitent développer en fait ces traits de caractère, ces compétences, ces talents-là, du coup, on va les mettre en mentorat. Donc, il y a un mentor et un mentoré. Et donc, le mentor, c'est plutôt lui, du coup, un talent naturel qu'il a. Et le mentoré, lui, c'est un talent qu'il souhaite développer, sur lequel il pense qu'il n'a pas trop d'appétence, mais il aimerait vraiment se développer. Et donc, on met en place des rendez-vous au rythme que le mentoré souhaite. Ça peut être une fois par mois, ça peut être tous les 15 jours, où il arrive vraiment avec des cas concrets et il dit au mentor, écoute, aide-moi sur ce point-là. Quelle solution tu penses que je peux mettre en œuvre pour être encore meilleur là-dessus? Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, aux Herbiers, depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant. Et pour l'instant, les retours sont hyper positifs. Et donc, l'objectif, c'est de continuer en fait à faire perdurer ce régime du mentorat, que les mentorés d'hier deviennent mentors pour les plus jeunes demain. Ce travail de mentorat et donc de partage, on voit vraiment que c'est quelque chose qui prend tout son sens au sein de notre cabinet. Et en plus, ça fait office de passation, parce que pareil, il y a des personnes qui quittent le cabinet, soit pour la retraite, soit déménagement, soit d'autres raisons. Donc ouais, vous gardez votre savoir-faire et vos compétences en interne. Et voilà, exactement. C'est aussi l'objectif, tout à fait. Alors, dernière question du podcast, qui est celle qu'on pose à tous nos interviewés. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et bien sûr pour quelle raison? Alors ça, c'est une vraie question de comptable, du coup. Quel compte comptable je pourrais être? Il y a une chose que j'aime dire aux clients et c'est ce qui va me permettre d'introduire le compte comptable qui me définit en tout cas. Je l'ai dit tout à l'heure, j'aime être à côté des clients et être apporteur de solutions. Et donc, on a tendance, je pense que mes confrères ne diront pas le contraire, les clients nous parlent souvent de nos honoraires, de la charge que ça représente, etc. Et j'aime en tout cas, moi, mettre en avant aux clients de dire,
voit au-delà de la charge et du coût qu'on représente pour ton entreprise, voit surtout la valeur ajoutée qu'on t'apporte. Et c'est là où moi je veux vraiment passer, je passe ce message-là en tout cas aux équipes, c'est de dire il faut systématiquement se remettre en question en disant quelle valeur ajoutée j'apporte au client, quel conseil je peux lui donner pour aller plus loin, pour lui le rendre plus performant, le rendre plus efficace financièrement, économiquement, etc., etc. Et donc le compte comptable que j'attache à ça, c'est plutôt la production immobilisée, c'est-à-dire en gros d'une charge on en fait un produit. Et donc moi c'est comme ça que j'aime en tout cas décrire mon accompagnement auprès des clients. C'est ne regarde pas le cours, ne regarde pas la charge, mais regarde ce qu'on t'apporte par nos conseils, par les partenaires avec qui on peut te mettre en relation. Voilà, c'est en tout cas ce qui me définit et ce qui définit, je trouve, notre belle profession voilà, on transforme une charge en produit. Hein, c'est un petit peu un tour de magie. Parce qu'un expert comptable veut toujours le bien de ses clients. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup Julien pour ton partage, ton temps. C'était la première fois qu'on abordait ce sujet de cette manière sur le podcast. Et je suis ravie que tu aies pu répondre à toutes ces questions. Je suis déjà sûre qu'il servira et instruira beaucoup de personnes. Donc merci pour tout. Et puis, je te souhaite une belle journée. Et si jamais on veut te contacter, on peut le faire de quelle manière ? Alors, si vous souhaitez me contacter, je suis présent sur les différents réseaux et notamment sur LinkedIn. Donc, si vous souhaitez me rejoindre sur le réseau LinkedIn, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, un petit message sur LinkedIn et puis je vous fournirai sans aucun problème mes coordonnées, que ce soit mon mail, mon numéro de téléphone, si certains d'entre vous souhaitent échanger sur des choses diverses et variées. Je me porte bien entendu à votre disposition, il y a aucun problème. Donc, et si vous souhaitez également passer par Judy, par Lama Compta, je lui laisserai bien volontiers mes coordonnées aussi, qui pourra vous les redonner sans aucun souci. Avec plaisir. Donc écoute, merci en tout cas Judy pour cet exercice qui est pas simple, puisque les questions sont pas préparées en amont, donc c'est du live, mais je trouve que c'est important et c'est pas que c'est important, mais je trouve intéressant de partager comme ça nos expériences et de pouvoir aussi mettre ça à la disposition de tout à chacun. Merci pour ton partage justement. Merci Judy. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.